mémo, président, et pour le peuple de Dieu, focaliser notre message uniquement sur le lancement du congrès eucharistique que nous organisons l'année prochaine à Lubumbashi. Nous n'avions pas eu au départ l'intention de publier un message. Mais pendant que nous étions en plénière, d'abord au comité permanent et puis en plénière, nous avons quand même vu que la situation du pays évoluait dangereusement avec l'invalidation de certains députés, avec des attitudes qui commençaient à nous inquiéter. Et le peuple de Dieu, à ce moment-là, attendait des pasteurs un message. C'est pourquoi, au lieu de faire seulement le message, nous avons fait les deux. Le mémo pour le chef de l'État, et nous sommes allés le voir, il nous a reçus, tous les archevêques, et nous avons fait un autre message pour le peuple de Dieu. Et comment voyez-vous la situation et aussi le feedback quand vous avez parlé avec le nouveau président, vous l'avez regardé en face, et les évêques de la République démocratique du Congo, quand nous voyons sur les réseaux sociaux, quand nous voyons sur le net, le peuple compte beaucoup sur la voix des évêques. Et quand vous avez parlé au président de votre pays, quelle impression vous avez, monseigneur, personnellement? Personnellement, la situation est préoccupante. Vous savez de quelle manière ce pouvoir est né. Le pouvoir est né dans le contexte que nous connaissons et que nous avions dénoncé, dans le déni de la vérité. Mais nous nous sommes dit, nous comme pasteurs, on ne s'accroche pas à l'histoire, parce que même du mal peut sortir le bien. Nous prenons le pouvoir tel qu'il est là et voir comment on peut tirer le meilleur pour le peuple de Dieu avec ceux qui sont aux affaires. Et c'est avec cet espoir que nous sommes allés échanger avec le chef de l'État. Et je dois dire, il voit la chose sous le même angle que nous. Il est disposé à travailler avec nous. Il est disposé à collaborer avec nous pour réaliser ce qu'il avait toujours comme un rêve, le peuple d'abord, qui était le slogan de son père défunt. D'autre part, nous constatons aussi que le président actuel n'a pas toute la coudée franche pour mettre en application sa politique. L'ancien régime contrôle encore l'essentiel de l'évier du pouvoir, en commençant par le Parlement, les deux chambres, la CENI, la Cour constitutionnelle, la police, l'armée, le service secret, etc. Alors là, on se demande, mais qu'est-ce qui reste au nouveau président? C'est pourquoi nous attendons d'abord la composition du nouveau gouvernement qui va sortir, que nous attendons depuis pratiquement 6 mois. Ça ne sort pas, ça signifie qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Mais nous, comme Église, nous avons dit, nous devons le soutenir, parce qu'il veut travailler pour le peuple. Or, c'est l'intérêt du peuple qui nous intéresse. Mais justement, pour aider le nouveau président, les évêques ont des idées pour essayer de débarrasser le pays des anciens systèmes que vous venez d'énumérer, pour aider le nouveau président à avoir les mains libres. Nous avons 2 leviers. Le premier levier, c'est la collaboration ordinaire entre l'Église et le pouvoir, comme ça a toujours existé. Pour ça, nous avons demandé au chef de l'État de finaliser l'accord cadre qui est sur son bureau. Donc l'accord cadre entre les Saint-Sièges et la République démocratique du Congo. Tout à fait. Donc cet accord cadre est aujourd'hui devant son bureau. Il n'a qu'à signer parce que ça a déjà franchi toutes les étapes. Nous l'avons encouragé à le faire. Il nous l'a promis. Ça, c'est pour la collaboration ordinaire. Mais nous pouvons aussi l'aider d'une autre manière. Vu la délicatesse de sa situation actuelle, nous lui avons aussi donné des conseils. Il a tout intérêt à travailler avec ses collaborateurs d'hier, de l'opposition qui sont encore là, et je pense qu'il commettrait une grosse erreur s'il tourne le dos à ses amis d'hier, de l'opposition, parce que ça le fragiliserait vis-à-vis de son allié au sein du pouvoir actuel, le FCC. Entre-temps, l'Église avait quand même des moyens, pas nécessairement les évêques, mais les chrétiens, pour mettre pression pour l'ancien régime. Est-ce que ces mécanismes ne peuvent pas continuer afin de bien libérer le pays? Nous travaillons pour ça, parce que le pays n'est pas suffisamment libéré. Mais en même temps, nous estimons aussi, et nous avons dit au chef de l'État, quelles que soient les actions que l'Église pourrait mener demain, mais s'il n'existe pas une vraie justice, qui est quand même la colonne vertébrale d'un État, toutes les initiatives que nous prendrons, si le juge est lui-même corrompu, il n'y a rien qui va marcher dans le pays. Donc nous pensons qu'en plus de pressions que nous pouvons encourager à la base, mais il faut aussi que l'État ait ses attributs. Et on reconnaît un État moderne, respectable, s'il y a une justice qui fonctionne. Or aujourd'hui au Congo, c'est vraiment la justice qui fait la risée de tout le monde.
Il y a une phrase qui interpelle dans votre message, c'est juste au début. C'est quelque chose comme si il ne faut pas bloquer les changements. Pourquoi avez-vous choisi cette petite phrase qui sort un peu des extraits que nous savons des évêques qui mettent toujours des références bibliques? Mais ça signifie la synthèse de la situation que nous vivons. D'un côté, le peuple a choisi massivement le changement. Mais nous constatons, contrairement au choix du peuple, c'est l'ancien système qui continue. Alors notre intervention, c'est de rappeler à ceux qui sont là, quelle que soit la nature de votre coalition, souvenez-vous que le peuple veut un changement. Et ne bloquez pas cette volonté du peuple au changement. Monseigneur, mettons maintenant la synthèse avec le pallium que vous veniez de recevoir pour la deuxième fois, et puis la situation de votre pays. Le poids sur vos épaules, comme sur les épaules de tous les évêques de la République démocratique du Congo, qui ont une grande responsabilité dans votre pays, et beaucoup de pays africains regardent et copient même ce que vous faites comme travail pour essayer de libérer le peuple. Et donc ces deux aspects-là du pallium et la situation de votre pays, pour faire un peu la synthèse comme un mot de la fin, Monseigneur. Moi, ça me renvoie à ma responsabilité de pasteur. Et être pasteur au Congo, et particulièrement à Kinshasa, ça n'a pas seulement une dimension ecclésiale ou une dimension religieuse. Au-delà de cette dimension qui est la nature même de la vie du pasteur, mais il y a toute la dimension politique. Et je crois qu'avec la charge que je reçois aujourd'hui, qui me met en évidence par rapport à la province, Kinshasa, c'est pas seulement la province. Au-delà de la province, c'est pratiquement tout le Congo. Pour moi, c'est plutôt la conscience de ma responsabilité de pasteur vis-à-vis de mon peuple, pas seulement le peuple kinois, pas seulement le peuple de la province ecclésiastique de Kinshasa, mais l'ensemble du peuple congolais. Parce que l'ensemble du peuple congolais attend beaucoup de ce pallium que le pape vient de me remettre et qui me sera imposé le dimanche prochain par le nonce apostolique. Il y a évidemment le scrutin présidentiel controversé. Alors certes, la Cour constitutionnelle vous a proclamé vainqueur, mais la conférence épiscopale, la CENCO, forte de ses 40 000 observateurs, ainsi que des données attribuées à la commission électorale elle-même, ont donné Martin Fayulu largement vainqueur. Est-ce que vous comprenez que du coup, la proclamation de votre victoire soit toujours si controversée? Je ne le comprends pas, d'abord parce que ce que vous dites de la CENCO n'est pas vrai. La CENCO n'a jamais démontré ce qu'elle a avancé. Il y a eu prétendument, il faudrait lui poser la question, il y a eu prétendument 44 000 observateurs de la CENCO, ce qui n'est pas vrai, puisque la CENI n'en a accrédité que 17 000. Et le jour même du scrutin, il y en avait 5 000 qui avaient été, un peu plus de 5 000, qui avaient été répertoriés sur l'ensemble du territoire. Donc ça veut dire que les chiffres que la CENCO donne, ou si elle les a réellement donnés, sont sujettes à caution. Ensuite, le candidat malheureux lui-même a eu mondialement l'occasion de démontrer qu'il avait raison, devant toutes les caméras du monde. Il n'a pas réussi à le faire. Pour moi, c'est passé. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis en très bon terme avec les évêques de la CENCO, et ils ne sont plus revenus sur cette affaire. Regardons devant, c'est le Congo qui m'importe et plus rien d'autre. Comment expliquez-vous tout de même, Monsieur le Président, que les procès-verbaux de vote du 30 décembre n'aient jamais été publiés par la Commission électorale, alors que c'est pourtant la loi qui le stipule. Ça, il faut demander à la CENI. Nous avons nos propres PV, je vous l'ai dit, nous les avons confrontés avec ceux que certains observateurs de la CENCO avaient. Donc, nous, en tout cas, nous avions nos chiffres, nous étions prêts à aller partout et nous avons été à la Cour constitutionnelle avec ces chiffres-là. Nous avions attendu le contraire, il n'y a pas eu. Maintenant, la CENI, c'est aussi une institution à part. Moi, je ne peux pas répondre des faits de la CENI. En tout cas... Mais c'est vrai qu'il y a eu toutes ces irrégularités, qu'on les appelle comme ça ou pas, constatées. C'est pour ça que je dis qu'à l'avenir, pour éviter cela, nous allons maintenant lancer le recensement et l'identification de la population. Cela nous mettrait à l'abri de ce genre d'erreur
regrettable. En tout cas, de nombreux pays africains, occidentaux ont émis de sérieux doutes sur la vérité des urnes. Le ministre français des Affaires étrangères a même parlé d'une espèce de compromis à l'africaine. Oui, mais rappelez-vous, en 2011 et même en 2006, où il y a eu 2 guerres dans la ville de Kinshasa, on a eu droit aux mêmes contestations. La vie ne s'est pour autant pas arrêtée. Oui. Ben, voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque part une raison pour laquelle les résultats sont toujours controversés. Et pour moi, c'est à cause du recensement qui n'a jamais eu lieu dans ce pays et de l'identification de la population. C'est pour ça que, à certains moments, certains malins peuvent fabriquer des électeurs ou multiplier des électeurs en multipliant les enrôlements, etc. Mais ça, on compte l'éradiquer en passant par le recensement et l'identification de la population. Sinon, nous retomberons toujours dans ce genre de contestations qui sont regrettables et qui amènent parfois des débordements. Alors, je veux en venir à la situation actuelle. Lors d'une visite en